Bonsoir à tous et bienvenue dans le 7-8 Sport numéro 37. Allez, c'est parti pour un nouveau tour de l'actu sport du département en 26 minutes. C'est notre débat de la semaine. La mise en place de la taxe à 75% sur les clubs professionnels peut-elle mettre en danger le football amateur? Nous en discuterons avec nos invités. Nous partirons à la découverte de la nouvelle pépite du triathlon français. Il s'appelle Alan Brachet et à 15 ans, ce Saint-Quentinois a raflé tous les titres de champion de France et du monde en l'espace de quelques mois. Nous reviendrons sur le derby de basket de National 1 féminine entre l'Entente, le Chesnay-Versailles et Franconville qui a vu la victoire des Valdoisiennes, leader de la poule. Et évidemment, en fin d'émission, tous les résultats du week-end. Mais tout d'abord, place à notre page spéciale football. Après avoir menacé de faire grève le 30 novembre prochain, les présidents de clubs de football professionnels ont décidé de repousser cette journée blanche. On l'a vu il y a quelques jours. Pour faire simple, cette taxe coûterait 44 millions d'euros aux clubs professionnels et concernerait 114 joueurs. Et pour en débattre de ce thème qui touche aussi le football amateur, on va voir cela dans quelques minutes. Trois personnalités importantes des Yvelines, du football yvelinois. Moustapha Larbaoui, le président de l'Étoile sportive de Trappes. Bonsoir. Bonsoir à vous. Vous êtes accompagné de deux Philippe, Philippe Bunel et Philippe Libotte, respectivement bonsoir. Président des féminines de Montigny bonsoir. Et secrétaire de l'OSC Elancourt. Bonsoir à tous les bonsoir. Deux. Tout d'abord, un petit tour de table rapide. Vous êtes pour ou contre cette taxe à 75%, Moustapha? La réponse pour ou contre, c'est un peu compliqué. Globalement, je peux comprendre. Maintenant, c'est vrai que ça a des conséquences et c'est vrai que ça a des répercussions. C'est pas une histoire d'être pour ou contre. Je pense que ça doit être, pour le coup, mûrement réfléchi tout de même. Voilà. De votre côté, à Montigny, Philippe? Ouais, pas d'avis tranché. En fin de compte, c'est pas vraiment le sujet de discussion au club en ce moment. Ça nous dépasse un peu. Mais bon, effectivement, si ça a des incidences sur le petit club, le combat des petits clubs au quotidien, c'est pas celui-là, quoi. Je veux dire, on les connaît tous, on a tous les mêmes problèmes. Donc, c'est peut-être un problème de club riche. À Elancourt, l'avis est aussi oui, à peu près du l'avis est mitigé, oui, parce que voilà, ça nous paraît un petit peu loin et il ne faudrait pas que ça apporte un appauvrissement du football, mais sinon, pas d'avis pour le moment. Et c'est vrai que nos préoccupations sont plutôt ailleurs que sur cette taxe à 75%. J'allais y venir, l'appauvrissement du football pourrait avoir une conséquence sur le foot amateur, puisque si les clubs de football professionnels sont moins riches, tout simplement, les subventions versées au foot amateur pourraient être aussi du coup diminuées. Ça pourrait vous toucher directement, ces subventions-là, ou pas? Alors, ça pourrait nous toucher. Deux, ça nous touche déjà, parce qu'après tout, comme le disait mon ami Philippe, c'est un problème de riches alors que nous gérons des problèmes de pauvres. Donc finalement, ça pourrait appauvrir les pauvres. Je tiens quand même à signaler que par rapport au titre que vous avez évoqué, la mort du football amateur, il n'y aura jamais de mort dans le football amateur. Parce qu'après tout, on est tous, si on devait mettre bout à bout le temps de tous les bénévoles, on mettrait bout à bout tous ces temps, et si on pouvait donner une valeur, pour le coup, une valeur financière à toute cette implication des uns et des autres, ça dépasserait de loin le montant même de tous les professionnels et des salaires mis bout à bout. Donc ça ne sera jamais mort parce qu'on sera toujours là. Cela étant, moins de moyens, c'est clair. Et puis je pense qu'ils trouveront, à mon avis, les méthodes pour qu'au sommet, ayant la main sur la caisse, ils puissent trouver des solutions en interne et entre eux. Pour ce qui nous concerne, on a toujours su faire sans l'argent, on a toujours su faire avec nos bénévoles, avec les moyens du bord, on continuera. Cela étant, ce n'est pas ce qu'on souhaite. Une toute petite anecdote, des clubs comme les nôtres, ici présents, nous formons des jeunes. Il y a des jeunes qui finissent dans des clubs professionnels. On n'arrive même pas à récupérer des sommes de l'ordre de 3 000 4 000 euros qui sont incluses dans des mécanismes de solidarité auprès des clubs sportifs. Et ça, c'était bien avant les taxations des 75%. Encore une fois, c'est très compliqué, c'est 75% d'un certain montant, à partir d'un certain niveau, etc. Mais c'est pour dire que jusqu'à maintenant, nous, petits clubs, non seulement on ne les touche pas, mais en plus, on doit se battre pour les récupérer pour des petites sommes. Donc, croyez-moi que l'appauvrissement, c'est un sujet, ce n'est pas notre préoccupation majeure.
Oui, hein, pour être un peu plus clair pour le téléspectateur, hein, vous parliez de ces indemnités de transfert. En fait, quand un joueur est formé par exemple à Trappes, Montigny ou Elancourt et qu'il est transféré vers un club professionnel, le club formateur touche une indemnité. Et c'est vrai que c'est le combat aussi. Ça concerne peut-être Montigny, vous qui jouez déjà en championnat de France. Ça vous est déjà arrivé de lutter pour récupérer des indemnités comme ça? Non, à ma connaissance, non, parce que je pense pas que si ça marche dans le football féminin, parce que moi je parle pas du football féminin, mais effectivement, c'est notre combat de tous les jours, c'est nos bénévoles, parce que là, il va falloir que les instances se penchent un peu sur le problème, qu'on perd de plus en plus de bénévoles. Et je prends l'exemple du club de Montigny, près 650, 700 licenciés, 6 membres au comité directeur. Moi, je suis président du football féminin, je gère le budget du football féminin qui est de 55 000 euros, des petites jusqu'aux grandes, au niveau national, mais en plus, je m'occupe de l'équipement. Donc, on est 6 à travailler pour 700. Donc, je pense, bon, après, comité directeur, comité de direction, vous l'appelez comme on veut, il va falloir que les jeunes aussi, les jeunes comprennent qu'il va falloir s'investir parce que, effectivement, il n'y aura jamais de mort du football amateur parce que ça a commencé, nos anciens sont là pour le dire, mais effectivement, on est toujours à la recherche de partenaires. Alors, maintenant, on ne parle plus de sponsors, on parle de partenaires parce qu'il faut les intégrer à la politique du club. Oui, mais avec un football professionnel moins attractif, peut-être si une taxe vient toucher les clubs de Ligue 1, Ligue 2 qui seraient en difficulté financière. Hein, parce que par exemple, Lyon, sur le dernier exercice, ça a eu un déficit de 13 à 15 millions d'euros. Est-ce que ça ne va pas non plus, derrière, répercuter tout cela sur les sponsors qui vont se dire il y a des clubs qui sont en difficulté financière, on ne va pas aller injecter de l'argent? En tous les cas, ça pourra servir de prétexte. C'est-à-dire que moi, je suis convaincu que si on veut, on peut. Il y a suffisamment d'argent. Au sommet, à lire tous les sondages, il y en a même trop. Et je crois que d'ailleurs tous les Français et tous les téléspectateurs l'entendent comme ça. Il y en a même trop. D'ailleurs, le trop étant l'ennemi du bien, on voit bien en équipe de France ce que ça peut occasionner aussi, le trop d'argent. Donc quand on veut se donner les moyens, on peut. Je pense que ça pourrait être éventuellement un prétexte pour ne pas faire redescendre à la base. Mais le vrai sujet pour nous, c'est de faire en sorte que nos équipes et nos bénévoles soient vraiment sur le terrain et au quotidien. C'est clair, on est toujours à la recherche de bénévoles et de personnes qui doivent s'impliquer, qui voudraient bien s'impliquer dans les clubs. Et c'est de plus en plus difficile et on le sent sur des catégories de jeunes maintenant, alors que c'était des problèmes qu'on avait sur des catégories plus adultes. Et maintenant, ça descend jusqu'à des catégories. Et c'est ça le problème. Il faudrait trouver le moyen d'avoir des partenaires, faire du porte-à-porte. Et pareil, il faut du temps et on ne peut pas s'occuper à la fois des équipes et de la recherche de partenaires. Et ça, c'est vraiment le souci, je pense, de beaucoup de clubs. Et c'est vrai que ce serait bien que si l'argent du sommet pouvait aussi redescendre, oui, ce serait bien, oui. Ce serait bien. Je pense que nous, on parle de la fédération. La fédération, c'est un monde qui est un peu loin. Nous, ici, on travaille beaucoup avec le district et la Ligue qui nous aide. Exemple, ce soir, on a une dotation. On est super content d'avoir une dotation de matériel qui représente à peu près 500 euros de matériel qui va être donné par la Ligue pour le label féminin. Ouais, c'est déjà énorme pour vous. Là, moi, je demanderais juste à nos instances, s'ils veulent nous aider à tous les clubs, c'est financièrement. Il y a une chose qui peut être faite, c'est le prix de la licence qu'on paye à la Ligue. Une licence, on va dire entre parenthèses gratuite, mais c'est une bouffée d'oxygène importante pour les clubs. Et après, faire un statut du bénévole. Parce qu'on parle, je pense que Moustapha, son trésorier, il passe peut-être plus de temps chez lui, au club, que peut-être avec sa famille, se distribuant sa vie de famille. Donc si ce gars a un jour un coup de bouse, un coup de moins bien, voilà, un statut qui passe par déduire plus, c'est le cas actuellement, mais peut-être vraiment se lancer là-dessus. À la Fédé, de nous aider, parce que Moustapha a raison, l'argent reste en haut, il restera d'une manière ou d'une autre toujours en haut. Hein. Alors, on a bien compris, hein, c'est vrai que c'est compliqué d'avoir des partenaires qui soutiennent beaucoup les clubs, mais en ce moment, on ne peut pas parler de football sans parler de l'actualité brûlante qui remue presque tout le football français depuis quelques jours. Les résultats de Trappes, déjà pour commencer, en tout cas le football yvelinois. Mais il y a aussi une grande équipe qui marche plutôt mal, on va dire, hein, depuis vendredi et qui suscite les critiques, c'est l'équipe de France. Je vous propose d'écouter les réactions puis les avis des Saint-Quentinois. On est allé leur poser la question avant ce match retour face à l'Ukraine. Je dirais bonne chance et essayez de prendre votre revanche parce que c'était assez dur. Donc voilà.
J'espère que vous allez gagner et puis vive la France. J'espère qu'ils vont gagner. Vous y croyez un petit peu? Ouais, ils ont du talent, donc je pense qu'ils peuvent gagner. Ah, la France va passer, hein, c'est sûr. Moi je dis Courage. faut qu'ils se bougent les fesses un peu, hein. Parce que on sait qu'ils vont passer. Moi j'ai confiance, mais faut qu'ils se bougent les fesses parce que là il y a 2-0 quand même. Écoutez, je regarde pas énormément le foot, mais bon courage à eux parce qu'on espère quand même qu'ils vont le faire pour les championnats du monde. On dit que l'Ukraine ils ont marqué 2 buts, mais c'est pas un miracle. On peut marquer 3 buts facilement avec l'effectif qu'on a, avec l'attaque qu'on a, c'est prenable. Je leur dis du courage. Bon, voilà, je sais que ça va pas être facile, mais je pense qu'ils ont les potentialités à faire la différence, quoi. Donc je lui dis voilà, du courage, hein, et revenez victorieux. Alors messieurs, vous croyez encore à la qualification pour l'équipe de France là demain soir? Est-ce qu'ils peuvent renverser l'Ukraine? Non seulement j'y crois, mais j'y serai. Donc il y aura un 12e homme, il y aura le public. On y sera, on poussera. Je crois que 2-0, c'est à la portée de l'équipe de France. L'équipe de France saura, à mon avis, marquer. Sauf que l'Ukraine sait défendre. Donc la complexité va être entre la balance, entre effectivement le fait de savoir si la France va pouvoir marquer ces 2 buts, qui pourra l'emmener en prolongation pour le 3e. Simplement, l'Ukraine ne prend pas de but non plus. Donc, meilleure défense de la zone euro voilà, des éliminatoires. donc l'Ukraine ne prend pas de but. La France devant en marquer 2 pour au moins avoir la chance de continuer d'aller chercher le 3e, voire d'aller au penalty. Ma crainte, elle est là. En fait, c'est les 2 buts que j'imagine facilement. Ma crainte, ça serait qu'on aille beaucoup plus loin dans le match et que toute cette pression médiatique et puis l'enjeu, parce qu'il y a un vrai enjeu, puisse peser soit sur les prolongations. Un pronostic alors du coup, Mustapha, un petit pronostic, on essaye. Après ça sera au Philippe. Alors ça ne sera pas un pronostic, ça sera un 3-0. 3-0. Philippe? Oui, je pense qu'il faut y croire. Ils se sont mis en difficulté, mais pronostic comme ça, une victoire française, oui. Oui, il faut l'espérer. Une qualification. Et une qualification, oui, au bout. Oui. Et à Montigny, Philippe? Est-ce qu'il mérite d'y aller? Là, elle est la question. Mais pour nous, parce qu'on sait très bien qu'une qualification, une participation à la Coupe du Monde avec un bon parcours, parce qu'après tout est possible, ça nous ramène qualification obligatoire de l'équipe de France. Et ils vont peut-être avoir une recrue supplémentaire dont on n'a pas parlé. C'est un célèbre humoriste. On l'a rencontré il y a quelques jours. Il était là pour l'avant-première de son dernier film, La Marche. Regardez. Je vais à Clairefontaine là pour leur remonter le moral. Ouais, je vais essayer de leur proposer mes services. Je vais être obligé de remettre les grolles. Je vais voir ce que je peux faire. Je vous promets rien. Mais je rentre contre l'Ukraine à la 2e mi-temps. Ça reste entre nous. Jamel Debbouze, peut-être le futur numéro 10 de l'équipe de France demain soir. Revenons plus sérieusement, juste pour finir en un mot, on va parler un peu de vos résultats respectifs. À Trappes, il va y avoir sûrement des matchs à enjeu comme ça cette saison, notamment face à Nanterre bientôt pour l'équipe première. On parle de montée cette saison, très clairement. On parle clairement de montée, on est sur le podium sur les 3 équipes. L'équipe A est 2e, l'équipe B est 3e, l'équipe C est 3e. Donc oui, on ne va pas se mentir, on n'est pas 2e, l'équipe A n'est pas 2e pour essayer de passer à côté de cette occasion, mais c'est 10 ans de boulot. Ce n'est pas ce résultat-là qui m'intéresse, c'est la résultante de tout un travail et de toute une équipe. Très bien, merci beaucoup messieurs d'être passés sur le 7-8 Sport et puis on va suivre toute l'évolution de vos saisons respectives comme d'habitude. À très bientôt sur les terrains, merci beaucoup. Merci. En basket, la 8e journée de National 1 féminine était le théâtre ce week-end du derby francilien entre Franconville et l'Entente, le Chenet-Versailles. Un match entre deux mondes. D'un côté, le LCV se bat pour le maintien et de l'autre, Franconville, leader de la poule, vise la montée. Dans ce derby francilien, les féminines de l'Entente Le Chenet-Versailles pourront regretter longtemps leur entame de match complètement ratée. Avec un 3/13 au tir lors du premier quart-temps, les Yvelinoises n'ont jamais réussi à revenir. Il nous a manqué du rythme, de la rapidité, de la précision dans ce qu'on a fait par rapport aux passes. À ce niveau-là, ça se joue à des petits détails, l'adresse, on loupe des petits paniers dessous. Et puis voilà, après l'écart, il se creuse rapidement, surtout quand on a une équipe qui est première du championnat pour l'instant. Cette LCV Franconville était aussi le match des retrouvailles. Avec 3 anciennes joueuses valdoisiennes sur le parquet, l'équipe de Stéphane Rollet ressentait comme un sentiment familier. Dominées en taille et en agressivité, les coéquipières de Virginie Orinçan ont parfois manqué de lucidité. Mais après 3 quarts temps, elles gardent les valdoisiennes à portée de shoot, 35-44. Et puis comme souvent cette saison, les Yvelinoises craquent dans le dernier quart-temps pour finalement s'incliner 65-44. Il y avait un monde d'écart entre le leader Franconville
et des Versaillaises qui découvrent pour la plupart le haut niveau amateur. Une très belle équipe de Franconville qui, à mon avis, terminera dans les 3 premières sans aucun souci. Après, elles sont armées, nous on n'est pas à ce niveau-là. On a fait ce qu'on a pu sur 3 quarts-temps, 35 minutes, on craque à la fin, les voix à points sont lourds, mais bon, c'est comme ça. Le LCV pointe désormais à la 10e place et va devoir vite oublier sa 5e défaite de la saison pour aller s'imposer dans un duel de mal classé à la Garnache ce week-end. Après le football, place au cyclisme, et à un peu moins de 2 mois de l'ouverture du Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, qu'on suit évidemment sur TV Fil, le club de Montigny a renoué avec la compétition. Le VCMB est présent ce soir sur le 7-8 Sport, en force si j'ose dire. À ma droite, Daniel Gagne, vous êtes le secrétaire de la nouvelle section compétition du Vélo Club de Montigny-le-Bretonneux. Vous êtes accompagné du président de la section, Valérie Bécu, et d'Alain Léveillé, le président du cyclotourisme à Montigny. Bonsoir à tous les trois. Alors, on s'est rencontrés il y a quelques jours pour cette petite conférence de presse que vous avez organisée. À Montigny, là, vous renouez clairement avec la compétition à l'approche de l'ouverture du Vélodrome. C'est un peu ça, Valérie ? Tout à fait. Tout à fait. Le Vélodrome a été le déclencheur. Mais les sections VTT actuelles, qui sont les Renards du Manet, et la section cyclo du VCMB, a souhaité se doter d'un pôle compétition dédié. Pourquoi ça manquait cruellement au club, où il y avait un souhait peut-être aussi d'adhérents, Daniel ? Tout à fait, tout à fait. Et disons que le problème, c'est que jusqu'à maintenant, les jeunes, il y avait une école de VTT, et derrière, il n'y avait rien. Voilà. Donc, quand ils voulaient aller faire de la compétition, il fallait qu'ils partent ailleurs. C'était en quelque sorte une formation un peu inachevée, on peut dire ça. Il manquait quelque chose à la fin du cycle. Tout à fait. C'est vraiment ça. Il y avait vraiment un manque de ce côté-là. Alors, les jeunes faisaient de la compétition, mais ça restait quand même l'initiative des familles, uniquement, donc sans encadrement spécifique du club. Voilà. Mais alors pourquoi avoir délaissé la section ou le pan compétition, Alain, pendant peut-être tant d'années ? C'est-à-dire que précédemment, la section compétition qui existait au Vélo Club était une section qui était en fait juxtaposée aux 2 autres sections, et avec des gens qui souhaitaient faire de la compétition, faire une école de cyclistes avec des jeunes. Mais il manquait cruellement d'encadrement parce que c'était des gens qui venaient de l'extérieur, qui s'étaient implantés de Montigny et qui ne s'étaient pas intégrés dans les 2 autres sections. Là, les 2 sections VTT et cyclotourisme représentent une force de frappe importante puisque nous sommes 250 adhérents au cyclotourisme, 227 je crois à la section VTT. Qui fait du Vélo Club de Montigny le plus grand club d'Île-de-France. Et effectivement, ce qui fait le démarrage de cette, comme le disait Daniel, ça manquait cruellement l'existence d'une section compétition parce que parmi les 2 sections, il y avait des jeunes qui pour un jeune, la compétition est une suite normale de la pratique cycliste. Et donc, c'est les dirigeants des 2 sections qui se sont investis pour créer cette section compétition. Mais dans ce secteur-là de la compétition, vous allez avoir une forte concurrence, si j'ose dire, puisqu'il y a le Vélo Club d'Elancourt de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui a aussi sa section compétition. Donc du coup, 2 clubs si proches géographiquement vont être concurrents directement, non ? Ça, c'est pas gênant. Hein. En cyclo, il y a 2 clubs importants, il y a Morpa et nous. Alors, il ne faut pas pourquoi ce ne serait pas la même chose en compétition. Hein. Et qu'est-ce que vous attendez de l'ouverture du Vélodrome à Montigny ? Des créneaux de piste, peut-être une bouffée d'oxygène ? Non, moi personnellement, les créneaux de piste, ça viendra pour nous comme pour tous les autres clubs de l'Île-de-France. Simplement qu'on arrive, je dirais, à redynamiser le cyclisme de compétition sur le 78, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, le 78,
c'est un peu le parent pauvre du comité de l'Île-de-France. J'ai regardé les classements des finales du comité de l'Île-de-France à Montlhéry du mois de septembre. Sur route, il n'y a pas un coureur du 78 dans le classement. Donc l'objectif sera ça, d'essayer de remotiver, de redonner de l'élan à la compétition. L'objectif, il est de faire de la section compétition du VCMB à 4 ans, une échéance raisonnable, le premier club compétition du 78. On prend rendez-vous, on se revoit dans 4 ans et puis on verra si l'objectif sera atteint. On se reverra avant, j'espère. Oui, avant, bien sûr, évidemment, on reverra avant, mais pour cet objectif-là, en tout cas à moyen terme. Oui, il n'y a pas de souci. Très bien. Merci beaucoup à tous les trois d'être passés sur le 7-8 Sport et puis on se revoit bientôt près du Vélodrome, j'imagine. Bien sûr. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci. Lors de cette saison 2013, Alan Brachet a écrit l'une des plus belles pages de l'histoire du triathlon français. À 15 ans, ce jeune triathlète de 50 ans en Yvelines est devenu le premier champion de France de triathlon, de duathlon, d'aquathlon, mais également champion du monde scolaire de triathlon. Rencontre avec la nouvelle pépite de la discipline. Généralement, le triathlon n'est pas le sport qui vient naturellement à la bouche des enfants. C'est en voyant son père s'entraîner qu'Alan Brachet a voulu suivre ses traces. Il le lance tout d'abord dans la natation avec les bébés nageurs. Et dès qu'Alan a pu y participer, il s'est aligné sur l'épreuve à seulement 7 ans. Sur les premières compétitions en natation, quand il était tout petit, quand il était à venir, il gagnait déjà. Donc les autres voyaient Alan comme un extraterrestre. Pourtant, il n'était pas grand. Il n'était pas super grand par rapport aux autres. Pour sa première, Terminator n'a pas gagné. En quelque sorte, l'exception qui confirme la règle. Car 8 ans plus tard, Alan a accompli le Grand Chelem. Champion de France minime de triathlon, de duathlon et d'aquathlon. Il a également régné sur les championnats du monde scolaire à Porto Rico. Une performance inédite dans l'histoire du tri français qui ne semble pas rassasier le jeune colosse, bien au contraire. Au fur et à mesure des compétitions du coup, j'ai la sensation de nager plus vite ou de rouler plus vite pour certaines ou même certaines, courir encore plus vite. Enfin, c'est la sensation que ça me procure et ça me plaît de plus en plus avec cette sensation-là en fait. C'est positivement incroyable. C'est quelque chose qui n'a jamais été fait. Quand quelque chose qui n'a jamais été fait arrive, tout le monde est surpris. On se dit, il ne va pas y arriver. Si, Alan y arrive. Donc c'est ce qui est le plus surprenant, c'est ce qui est étonnant chez lui. Et il fait ça avec une décontraction déconcertante. Il fait ça naturellement, il ne va pas au-delà. On ne lui a pas demandé d'aller au-delà de ses performances, il ne s'est pas entraîné plus que d'habitude. Son avenir sur les podiums dépendra de sa course à pied. Pour l'instant, la machine survole la natation et le vélo. Mais il doit encore progresser dans la 3e épreuve malgré une pointe de vitesse moyenne de 18 km/h. Par rapport au niveau mondial, les meilleurs, je sais que je suis encore très loin d'eux. Et du coup, j'essaye de vraiment me rapprocher pour ensuite plus tard les battre. Donc, l'objectif, c'est plus tard d'être au JO et de pouvoir faire une grande possibilité de médaille, quoi. Cette nouvelle saison va déjà être révélatrice pour Alan Brachet. Passant chez les cadets, les distances de course vont doubler. Le chemin est encore long pour le nouveau diamant du tri français. En rugby, c'était le choc de cette 8e journée de Fédéral 3. Plaisir deuxième se déplaçait chez le leader invaincu Orléans. Les joueurs de Philippe Béard, trop indisciplinés avec 7 pénalités concédées, sont passés tout près de l'exploit, mais s'inclinent finalement de 2 petits points, 28-26, et gagnent un précieux point de bonus défensif. 9e journée de Division 2 en football féminin. Montigny, dernier recevait Rouvroy, 10e. Nouvelle défaite pour les Inimontaines, 3-0. 3e défaite consécutive pour les joueuses de Jean-Dany Grosset. En basket, 8e journée de National 3 hommes. Après 2 matchs sans victoire, Trappes s'est bien repris en s'imposant à domicile face au dernier Wassel, 69-53. Et nouvelle défaite pour le LCV de son côté à Gravenchon, 82-68. Les Trappistes remontent 6e et les Versaillais stagnent à la 9e place. En voile, on suit évidemment Tanguy Delamotte. Vous vous souvenez, sur le Vendée Globe, notre navigateur versaillais a pris le départ au Havre de la 11e Transat Jacques Vabre à bord d'Initiative Cœur. Cette course s'effectue en duo et Tanguy a recruté un partenaire plutôt original en la personne de François Damiens. Il navigue direction Itajaí au Brésil à plus de 5000 km. Dans leur catégorie, il pointe actuellement à la 10e place à plus de 570 000 du leader massif de François Gabard et Michel Desjoyaux. Je vous rappelle, Tanguy Delamotte court pour une opération caritative permettre à des enfants de se faire opérer du cœur. Il a déjà sauvé 3 enfants.
Enfin, une dernière info, c'est du vélo, on en parlait tout à l'heure. Notez cette date, le 31 janvier 2014. Cet homme s'appelle Robert Marchand, il a 102 ans et est le détenteur du record du monde de l'heure de la catégorie plus de 100 ans. Il tentera évidemment de battre son record, cette date-là, en 2014, record établi en février 2012. C'est la fin de ce 7-8 Sport. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à le commenter sur Twitter avec le hashtag le 7-8 Sport tout attaché. On se retrouve la semaine prochaine, lundi, même heure, même lieu.